Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie à l'usage des classes de terminale et du supérieur. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être copiées telles quelles, mais plutôt pour donner une trame ou des exemples qui permettront à chacun de faire sa dissertation. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un sujet de philosophie politique. L'État vise-t-il le bonheur des individus ? En fait, c'est un sujet de toujours. On peut dire que tout au long de l'histoire, en regardant ici ou là, on voit que ce rapport de l'État, disons, du gouvernement central d'une communauté, avec le bonheur des individus, s'est posé. Et qu'il y a eu des dizaines de solutions qui ont été appliquées, depuis celle où l'État véritablement s'en occupe, il fait de cela une de ses finalités essentielles, jusqu'à, je dirais, la séparation totale entre l'État et cette question-là laissée simplement aux familles et aux individus. À un moment donné, au Moyen-Âge, où le bonheur des individus en Europe, c'est leur salut éternel, eh bien on peut dire que le césaropapisme, qui va être établi par exemple en Italie, dans les États du Vatican, eh bien l'État, dirigé par le pape et ses ministres, s'occupe non seulement du bonheur humain, par des lois, je dirais, sur le bien commun, par des lois morales, mais aussi de l'orientation vers l'éternité. On peut dire que cette façon de faire a disparu dans la chrétienté, mais que par contre, elle est essentielle, elle est la manière habituelle de faire dans l'islam, si on suit le Coran, où il n'y a pas de séparation entre, je dirais, la recherche de Dieu, la recherche du bonheur sur terre et dans l'au-delà, et puis l'État qui est dirigé par un calife qui est un dirigeant religieux. Alors, pour traiter ce sujet, voilà donc comment je voudrais faire. Dans une première partie, donner deux exemples où l'État s'occupe directement du bonheur des individus. Dans une deuxième partie, je dirais à l'opposé, montrer des exemples où l'État ne s'en est pas du tout occupé, ou alors s'occupe de dispositions au bonheur, comme par exemple construire les routes, faire des immeubles. Et enfin, à partir de là, je dirais qu'il servira un peu de topic, ça veut dire de lieu de réflexion. Dans une troisième partie, rechercher la vérité. Donc, il y a des États qui, véritablement, ont mis comme bien commun ultime le bonheur des individus. Et je voudrais en citer un qui, je dirais, est de l'ordre du meilleur. Ça veut dire qu'il l'a fait avec beaucoup de bienveillance, de paternalisme. Ça veut dire que l'État se considère comme le papa du peuple et sans violence. C'est le petit État du Bhoutan. Il s'agit d'un tout petit État, je dirais situé dans l'Himalaya, entre la Chine et l'Inde. Et dans les années 70, le roi du Bhoutan, c'est un pays bouddhiste, décida d'instaurer ce qu'on appelle le BNB, c'est-à-dire bonheur national brut. Ça veut dire qu'à travers un enseignement de type bouddhique, eh bien, on enseignait au peuple qu'au-delà de la consommation, de l'argent, ce qui faisait la richesse d'un peuple, c'était cette capacité spirituelle à trouver le bonheur à travers une voie du juste milieu, une vertu, en se contentant de ce qu'on a tout en progressant. Et donc, dans l'enseignement de l'État, représenté par le roi, mais par ses ministres aussi, je dirais que la richesse matérielle était considérée comme un moyen à relativiser dans la propre lutte de son esprit. Il faut dire que cet État bénéficiait d'énormes subventions venant de l'Inde, du gaz en particulier. Et puis, à un moment donné, le gouvernement fit l'erreur de se rapprocher de la Chine. Sanction immédiate. Toutes les subventions qui venaient de l'Inde, par rapport au pétrole, furent coupées. Et donc, tout d'un coup, le niveau de vie commença à s'écrouler. Eh bien, en 2015, lors des élections, le parti du roi, celui du bonheur national brut, devint largement minoritaire, comme si le rattrapage de la crise économique avait tellement marqué les gens, ce besoin, je dirais, chez les jeunes en particulier, les vieilles générations étant beaucoup plus spirituelles, eh bien que le bonheur national brut prit, je dirais, une sorte de relativisation.
Le parti nationaliste du peuple remporta 32 sièges contre 15 au parti du bonheur national brut, donc du roi. On le voit, c'est comme si le domaine de la morale assumée par l'État posait problème lorsque les difficultés arrivent. Mais finalement, c'est quelque chose de tout à fait naturel. De même qu'on dit souvent que dans un couple, lorsqu'il y a une crise économique, par exemple le chômage, etc., eh bien, les chevaux se mettent à se battre entre eux. Ça veut dire que l'entente est moins forte. Parce que tout de même, le fondement nécessaire, non pas le but, mais le fondement, c'est un certain niveau de vie matériel. Je voudrais maintenant raconter, à l'inverse, toujours pareil, dans cet État qui s'est occupé du bonheur, je dirais l'horreur, ce qu'on appelle le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est donc quand l'État s'estime capable de donner au peuple le bonheur, avoir une totalité de regard sur l'être humain, mais qu'il l'impose à travers la force et la répression, ce qui n'a pas été fait du tout au Bhoutan. C'était plutôt, je dirais, la suggestion, l'exhortation morale qui présidait dans ce pays-là. Eh bien, le pays que je voudrais citer, c'est tout simplement le Cambodge. Le Cambodge dans les années 70 aussi, 75 par là. Des Cambodgiens formés à l'université française, souvent de Nanterre, dont Pol Pot, Lon Nol, etc., décidèrent d'appliquer de force la recherche du bonheur à ce petit peuple ancien, avec une tradition très riche, je dirais, d'art, de religion. Seulement, leur expérience du communisme tel qu'il avait été réalisé en URSS, en Chine, leur avait montré que ça ne marchait pas. Parce que les vieux réflexes bourgeois, venant de milliers d'années de civilisation, revenaient sans arrêt, et que donc la collectivisation, l'égalitarisme, au service du bien, donc pour le bonheur du peuple, étaient toujours détournés par des saboteurs, que Moscou et la Chine les avaient rééduqués par des camps, et ça ne suffisait pas. Et donc, les dirigeants décidèrent, dès le départ, dès leur prise de pouvoir, d'écarter des villes toute la population pour les mettre universellement au champ. Et là, on commença à trier. Ça veut dire que ceux qui étaient repérés comme ayant une culture, étaient immédiatement éliminés. Alors au début, on entendait des pièges, on disait on a besoin de médecins à tel endroit pour tel camp. Et évidemment, pour pouvoir rendre service, des gens levaient la main, je suis médecin. Ils étaient éliminés. Ensuite, on regardait les mains. Lorsque les mains n'étaient pas des mains de travailleurs, mais des mains d'intellectuels, ils étaient éliminés. Parfois, le fait d'avoir des lunettes suffisait pour être éliminés. Si bien qu'au bout de quelques années, le peuple avait été purifié, pensait-il, de tout ce qu'était sa culture, allant jusqu'à détruire l'ancienne civilisation du ballet classique à Phnom Penh. Eh bien, ce système horrible qui s'occupe du bonheur humain de force, on pourrait dire, est véritablement ce qu'il y a de pire dans ce qu'on peut imaginer. Souvent, les films à science-fiction manifestent un état du futur où c'est cela. L'État dirige, décide de là où est le bonheur. Il ne gère pas seulement le bien commun matériel, mais tout, jusqu'au mariage des gens. Le roman 1984 de George Orwell, par exemple. Il peut être cité parce que là, il montre un monde où on organise carrément la naissance d'un certain nombre d'infirmières, de soldats, etc., en fonction de leur génétique. Ça passe par le clonage. Et les gens, comme des fourmis, sont ordonnés au bien commun. Leur bonheur, c'est de faire partie d'une sorte de grande fourmilière. Et évidemment, le roman montre qu'à un moment donné, un grain de sable va arriver, à savoir la liberté. La liberté d'une infirmière, je crois, qui tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas de sa caste. C'est chose absolument interdite, puisque le don de la vie est réservé aussi à l'État. Donc, on voit bien, le totalitarisme de cette chose fait peur. Et évidemment, c'est un extrême qui servira dans la recherche de la vérité tout à l'heure. Alors, à l'inverse, comme dans une antithèse, on pourrait citer des États où, véritablement, on ne s'occupe que du bien commun. Protection des frontières, donc ce qu'on appelle les aspects régaliens, l'armée, la police, la justice. Mais le domaine de la vie privée, donc de l'individu, mais aussi de la famille, sont laissés à 100%, je dirais à la famille, et en particulier parfois au père de famille. Un exemple très connu,
C'est ce qui se passait dans l'Antiquité, dans l'Empire romain. Le droit romain en Italie, c'est un droit qui donne absolument tout pouvoir au père de famille sur ses enfants. Les enfants, véritablement, sont sous l'autorité du père. La mère, évidemment, n'ayant pas d'autorité là-dedans. Et si un enfant désobéit gravement à une volonté du père, il peut avoir le droit de vie et de mort, sans que personne ne puisse le juger. On connaît par exemple des histoires, en particulier dans les récits des martyrs chrétiens, de jeunes filles qui ne voulaient pas se marier avec celui qu'avait choisi pour elles le père, qui voulait par exemple devenir religieuse, je pense à Sainte Cécile, Sainte Anastasie, et qui furent tout simplement exécutées par leur père. Et l'État n'intervenait pas. Pour ce qui est des esclaves, c'était encore pire. On pourrait dire que le maître avait droit de vie et de mort, mais aussi un droit sexuel absolu, avec certaines conditions. Ça veut dire que dans le cas de l'homosexualité, par exemple, eh bien l'esclave ne pouvait servir que, entre guillemets, de femme, et non pas, je dirais, à l'inverse. C'est comme ça que Jules César, ayant pratiqué autre chose, fut souvent moqué, paraît-il. Les gens tenaient à cette séparation absolue, à leurs droits privés, et ils laissaient à l'État la protection générale de ce qu'il concernait. Un tel système est encore en vigueur dans certains pays. Par exemple, au Pakistan, il est très difficile actuellement de se mêler de la décision d'une famille d'abattre carrément quelqu'un, femme, enfant, qui aurait déshonoré la famille. On m'a raconté l'histoire suivante. Une femme veuve, son mari étant mort, passait obligatoirement sous la coupe de son fils. Or, elle, il n'en était pas question. Un jour, son fils lui dit « Tu ne sortiras pas ». Et elle dit « Je sortirai ». Et elle partit pour le marché afin de vendre la petite production qu'elle avait faite. Eh bien, en revenant, elle fut tout simplement abattue par son fils avec un fusil. Et la justice ne fit rien. Évidemment, des voix se lèvent aussi au Pakistan devant des faits comme cela, devant des faits qui sont dans un excès manifeste. Cependant, on le voit, il existe des systèmes où l'État ne se mêle pas de la vie privée des gens, tel qu'il est régi par les lois du père de famille. Alors voilà, à partir de là maintenant, il faut essayer de chercher la vérité. Et il faut remarquer que la vérité n'est pas la synthèse de deux extrêmes. Ce n'est pas en ayant présenté une thèse et une antithèse qu'on va trouver la vérité. Par contre, on devine bien que c'est dans un juste milieu que l'équilibre doit être trouvé. Alors, au nom de quoi je dis ça? Parce qu'il y a véritablement une sorte de fait de la nature humaine. Lorsqu'on regarde une société humaine, une société politique qui s'est construite, on voit d'abord qu'elle n'est pas fondée sur l'individu. Elle est fondée sur la famille. L'individu naît au cœur de la famille. Et plus tard, s'il le veut, une fois devenu libre, eh bien, c'est lui, comme individu, qui peut décider de son destin. Mais il naît dans une famille. Ainsi, ce n'est pas l'individu avec sa liberté absolue qui fonde la société, mais ce sont des relations interpersonnelles entre un homme, une femme, qui donnent la vie à des enfants. Et on sent bien que dans ce domaine-là, c'est strictement privé. Ça veut dire que l'union, le contrat, mais aussi l'union d'amour qui unit des époux, est quelque chose qui leur appartient. Personne n'a le droit, par exemple, de pénétrer dans la maison, de se mêler de leur scène de ménage. Cependant, jusqu'à une certaine limite, évidemment, ça veut dire qu'il y a parfois des injustices gravissimes qui sont commises. Dans l'Empire romain, on se rappelle, par exemple, que lorsqu'un esclave tuait son maître, eh bien, c'était toute sa possession d'esclaves qui devait être mise à mort, sans exception. Tous les esclaves, y compris les plus innocents. Et parfois, devant une manifeste injustice comme ça, des personnes qui avaient vraiment tout fait pour sauver leur maître, qui étaient exécutées quand même, eh bien les gens se révoltaient. Ça veut donc dire que s'il y a un domaine privé, on voit bien qu'il y a une limite à ce caractère privé, et que cette limite, elle saute aux yeux d'évidence pour une question de justice. Lorsque des familles par milliers s'unissent, eh bien elles forment une communauté,
qui peuvent être des villages, des villes, etc. Et puis, il y a un État qui régit l'ensemble de ces villes, de ces villages. Dans les sociétés occidentales actuelles, de quoi s'occupe l'État? Évidemment, il a un rôle qui reste le même que dans celui de l'Empire romain, un rôle régalien, régalien qui vient de les regalia, donc ce qui concerne le roi véritablement. Donc la défense des frontières extérieures, la justice par rapport aux délits et aux crimes, la police comme je l'ai dit, etc. C'est l'État qui, en récupérant de l'argent par les impôts, peut organiser le bien commun. Et le bien commun, ce sont les routes, ce sont les lieux publics, etc., qui sont mis au service de la société tout entière. On peut donc dire que ce qui est naturel, c'est que l'État s'occupe de créer des conditions matérielles pour le bonheur des familles, et dans les familles, pour le bonheur des individus. Mais l'État, en premier lieu, n'a pas à se mêler directement du bonheur des familles, si ce n'est, et c'est là que va intervenir l'État, quand il y a difficulté, abus, et que le bien commun peut en être abîmé. Je voudrais donner quelques exemples pour le signifier. Donc, il y a une vie privée, c'est le bonheur des individus, et il y a par exemple le rapport des parents avec les enfants. Les parents, en principe, donnent aux enfants ce qu'ils ont de meilleur. Et s'ils donnent parfois des fessées, c'est un choix, normalement, quand ils sont maîtres d'eux-mêmes, un choix volontaire par rapport à certains abus que commet l'enfant. Est-ce que l'État doit légiférer en matière de fessées, par exemple l'interdire? Eh bien, c'est ce qui a été fait dans certains pays. La fessée a été strictement identifiée comme une violence et elle a été interdite. Le problème, c'est que quand on regarde la fessée, il y en a de trois sortes. Il y a, par exemple, le fait de battre un enfant et de l'humilier en l'insultant parce qu'on le méprise. Et quelquefois, il n'y a pas de coup, mais il y a juste le mépris pour un enfant, qui est considéré comme rien. Deuxièmement, il y a une fessée ou une gifle qui part parce que, exaspéré, on n'a pas pu se contrôler. Et troisièmement, il y a ce que je disais au début, quelque chose de choisi, adapté, et pas trop fréquent, mais adapté à tel excès particulier. Et c'est l'intelligence de celui qui a l'autorité, le père et la mère, qui applique. On ne peut donc pas mettre tout dans le même paquet, évidemment. Seulement, l'État, est-ce qu'il ne doit pas du tout intervenir? Eh bien si, par rapport au numéro 1, ça veut dire le fait d'abîmer un enfant, de le détruire. Je dirais, l'État doit intervenir parce que c'est le bien commun lui-même qui sera mis en danger si un enfant, par exemple, devient un délinquant ou un malade parce qu'il a été détruit par des parents indignes. Tout le problème maintenant, c'est la limite qu'on met exactement. Prenons un autre exemple, le divorce. Certains pays, comme des pays musulmans, autorisent à divorcer et à répudier sa femme. Il suffit de prononcer 3 fois une formule, je te répudie, je te répudie, je te répudie, et la répudiation est faite. Dans le droit, je dirais, canonique, c'est-à-dire la charia, le père garde les enfants et la mère n'a aucun droit. Évidemment, c'est une loi du Moyen-Âge. Du coup, certains États musulmans avancés se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir une profonde injustice. Certes, il doit respecter la vie privée des couples, et on ne peut pas empêcher la répudiation quand les gens ne s'entendent pas. Mais lorsque l'autre est à la rue, lorsque la femme est à la rue, qu'elle n'a aucun droit sur les enfants, aucun revenu, aucune pension compensatoire, c'est une véritable injustice qui scandalise profondément. Parce qu'il y a une nature de la justice, surtout quand l'homme est responsable du divorce en question. Qu'est-ce que manifestent ces deux exemples? Eh bien, je crois qu'à partir de là, on peut trouver exactement la place qu'a l'État. Et comme disait Aristote, la vertu est dans un juste milieu, toujours. Juste milieu pas facile à trouver, mais un juste milieu. Donc, la place de l'État n'est pas dans une prise totalitaire de la vie privée des gens. Ce n'est pas à lui de définir le bonheur. Et le roi du Bhoutan, qu'à un moment donné, il soit rejeté et même moqué pour son paternalisme, on le comprend. Le bonheur reste fondamentalement tout de même l'affaire des personnes. Ce roi est sans doute aussi un prêtre, donc là ça change un peu. Mais le fait qu'en même temps qu'être roi, il est prêtre, quelque chose ne va pas. C'est trop une fusion. Ça ressemble à du totalitarisme. À l'inverse, ne pas se mêler du tout
de la vie privée, ne jamais regarder les abus qui peuvent être faits, les délits, les crimes. Eh bien, comme c'était fait dans l'Empire romain ou dans certains États du Pakistan, c'est excessif. Et c'est injuste. Ça scandalise profondément les gens et ça pousse des gens au suicide. On sait à quel point des jeunes filles au Pakistan, n'ayant aucun recours, étant mariées de force, se suicident avec la seule chose qu'elles ont sous la main, le pétrole dont elles se servent pour faire la cuisine, puisqu'elles sont esclaves de leur belle-mère tant qu'elle est vivante. Donc il y a là quelque chose à faire, que l'Inde, par contre, pays laïque, s'efforce de faire au nom de principes universels. Donc le juste milieu, ce serait non pas une fusion totale entre, je dirais, domaine public de l'État et vie privée, non pas non plus une séparation totale entre domaine public et vie privée, mais une distinction très nette et un regard quand il y a excès, un regard mesuré par la loi. C'est une loi qui doit toujours être adaptée, être changée, elle n'est jamais parfaite. Quand elle est trop universelle, qu'on ne laisse pas assez, je dirais, de prudence de terrain, ça ne va pas. Je donne un exemple en France. Pour ce qui est des enfants élevés par des parents indignes ou des parents qui vont en prison, donc je dirais la DAS, à l'époque ça s'appelait la DAS, c'est-à-dire ce qui s'occupe des orphelins, privilégiait systématiquement le lien biologique. Donc les parents biologiques étaient tellement premiers que l'enfant, qui était placé parfois dans des familles d'accueil formidables, ne pouvait pas y rester plus de quelques mois, de peur qu'il ne s'attache. Et donc des enfants, dont les parents étaient parfois en prison pour 20 ans ou alors toxicomanes, au plus profond degré, changeaient sans arrêt de famille d'accueil, sans pouvoir faire autre chose que recevoir de la nourriture, un certain horaire. C'était des éducateurs, ce n'étaient pas des gens qui les aimaient. Ça donnait des destructions d'enfants. Ça allait trop loin. Et donc, on sent bien que là, l'État peut intervenir pour, dans certains cas, tout en privilégiant le lien biologique, déchoir le temps que l'enfant se fortifie, s'il trouve une famille d'accueil qui l'aime, des parrains et des marraines d'accueil, pouvoir rester de manière stable, je dirais structurer son affectivité. C'est pour le bien de l'enfant, c'est nécessaire. Évidemment, la limite ne peut pas être trouvée comme cela. Une loi ne pourra pas. Seuls des agents de terrain, et en prenant conseil les uns des autres, en parlant aux enfants, pourront trouver la juste mesure. En conclusion, on peut dire que cet équilibre étant difficile à trouver et étant aussi variable en fonction des périodes, eh bien, on passera quelquefois à des périodes où l'État se donne beaucoup de pouvoir sur la famille, sur l'individu, et puis des périodes au contraire où il se retire le plus possible. L'essentiel étant de s'adapter à la mentalité des peuples. Jamais une solution définitive ne sera trouvée, puisque les générations passent, et souvent un excès conduit à l'autre excès. Le juste milieu doit être visé. C'est ça la vertu de prudence politique.